Je vais centrer mon discours. Je ne suis pas une historienne de la migration ni une sociologue de la migration, mais me suis toujours intéressée aux déplacements forcés des populations en tant que politologue, c'est-à-dire en tant qu'intéressée par le fait que les États ont une politique de déplacement massif de femmes et d'hommes pour servir l'économie capitaliste ou l'économie mercantiliste. Donc, je me suis intéressée à la grande déportation des Africaines et des Africains lors de l'esclavage, mais aussi à toutes les migrations qui se sont faites par l'Europe à un moment après la guerre pour faire venir travailler des hommes et des femmes en Europe, pour reconstruire l'Europe. Je vais centrer mon approche aujourd'hui sur la question plutôt des femmes. Évidemment, je ne sous-estime pas du tout la place et la question des hommes dans les migrations, mais je m'intéresse parce que dans mon dernier livre, je m'intéressais justement à la question de ce qu'on appelle la protection, et donc je vais parler un peu de la manière dont l'Europe veut se protéger, se protège des femmes, des migrantes africaines, et en quoi cette politique, qui parfois est une politique qui se présente comme féministe, est une politique qui en fait précarise et vulnérabilise encore plus les femmes africaines migrantes. Donc voilà. Donc pour commencer d'ailleurs cette keynote, je veux rendre hommage au courage, à la détermination, à la force de vie des femmes africaines migrantes et saluer toutes celles qui ont réussi à reconstruire une vie malgré tous les obstacles et les contraintes que les États mettent sur leur route. Je veux aussi rendre hommage à la mémoire de toutes celles qui ont perdu la vie au cours de leur trajet. Chaque année, des femmes migrent. Les femmes ont d'ailleurs toujours migré. Elles ont fait partie de toutes les grandes migrations de l'histoire, que ces migrations soient forcées ou volontaires. C'est une vision sexiste de croire que les femmes seraient, par nature, immobiles ou attachées à la domesticité. Camille Schmoll, qui est historienne des migrations, donne le chiffre suivant. En 1911, donc vraiment au tout début du XXe siècle, les femmes représentaient déjà 47% de la population immigrée. Certes, le fait que les femmes soient enceintes ou aient en charge des enfants rend plus difficile et compliqué leur migration, mais cela n'a jamais été un obstacle pour celles qui veulent migrer. Les raisons des femmes qui migrent et qui sont au départ multiples, il faut absolument avoir ça en tête, les raisons sont multiples, peuvent aussi changer au cours de leur trajet, qui sont eux-mêmes complexes et non linéaires. Donc les femmes circulent, bougent, elles sont actrices de leur migration. Cela ne veut pas dire qu'il faille sous-estimer ou ignorer les violences systémiques et structurelles auxquelles elles sont confrontées et à leur l'intensification de ces violences causées par des États qui n'ont que faire des conventions internationales ou de leurs propres lois sur le droit d'asile qui criminalisent la solidarité et l'hospitalité. Elles sont aussi confrontées, cette intensification est aussi causée par la violence familiale, par des discriminations sexistes et sexuelles, par la militarisation accrue des frontières, par le machisme, par les violences policières et celles des armées, et même par la violence d'un humanitaire qui ne tient pas compte de leur aspiration et de leurs désirs et qui les transforme essentiellement en victimes. Contre ces violences, les femmes migrantes et les personnes qui se déclarent solidaires construisent, à mes yeux, une philosophie de l'hospitalité et de l'entraide qui est extrêmement importante aujourd'hui. Elles font avancer l'idée d'une humanité élargie aux personnes fabriquées comme plus vulnérables à la mort, par l'idée d'une humanité qui reste marquée par l'idéologie qui a fait que la vie de certains humains serait plus digne d'être vécue et protégée que d'autres. Et cette distinction est une origine coloniale qui date du XVe, XVIe siècle et avec laquelle nous vivons toujours au XXIe siècle. Dès que l'Europe se lance dans la colonisation, elle divise l'humanité entre une humanité qui compte, dont la vie compte et qui est une bonne vie, et toute une humanité dont la vie ne compte pas. Et on peut évidemment compter tous les génocides, massacres, dépossessions, que ces longs siècles, ça ne dure pas, ça c'est pas un gros moment, et qui continuent aujourd'hui. On sait que des personnes continuent à vivre aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Sud global et qu'elles sont condamnées dès leur naissance à une mort prématurée, alors que dans l'Occident, les enfants vont être de plus en plus chéris et protégés. Quand j'insiste sur l'intensification de la violence structurelle,
Je parle aussi du contexte de l'hyperglobalisation qui a produit plus d'inégalités, de précarisation, d'endettement et de dévastation, qui jette même aujourd'hui une menace existentielle sur la vie de l'humanité. Ce n'est pas tant, je le répète, que la violence systémique soit nouvelle. La longue histoire des génocides, des massacres, des pillages le prouve. Et le capitalisme a toujours eu une dimension raciale et coloniale, globalisante. Mais, donc, je ne nie pas ça, mais je veux insister sur l'évolution qui est produite aujourd'hui, l'accroissement de la logique extractiviste, qui ont considérablement accru la vulnérabilité à la mort de milliards de personnes, et que les progrès qui ont été obtenus par les luttes nationales ou des luttes pour les droits, et qui ont mené à des progrès dans l'éducation, dans la santé, dans la formation, dans le logement, ont été affaiblis, particulièrement dans le sud global, dans notre monde, dans le monde qui nous concerne. On y meurt moins à la naissance, certes, on y vit plus longtemps qu'il y a quelques décennies, mais on y respire plus d'eau polluée, d'air pollué, pardon, et on y boit plus d'eau polluée, on est plus ouvert aussi à toute une sorte de maladie. On est plus victime des conséquences des dérèglements climatiques provoqués de nouveau par l'extractivisme et les politiques d'ajustement structurel et l'endettement, et aussi l'héritage de siècles de colonialisme. L'analyse de ces faits par des féministes a élargi notre compréhension des enchevêtrements entre violences sexuelles et sexuées, capitalisme, patriarcat, racisme, homophobie, extractivisme, changement climatique. La notion de genre, d'ailleurs, est mise en question là-dedans, puisqu'on sait que le colonialisme lui-même a influé sur la notion de genre, a criminalisé des manières d'être et a imposé une manière d'être une femme ou d'être un homme et a racialisé la féminité et la masculinité. On peut donc se demander quelle est la notion que nous devons donc nous adopter quand nous analysons ces choses. Et quand je dis les femmes, évidemment, je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais je fais une différence. Je ne pense pas que les femmes, comme les hommes, constituent des communautés unifiées. Je ne pense pas qu'une femme bourgeoise française soit l'équivalent d'une femme migrante du Maroc ou du Mali. Mais cette question du genre est importante parce qu'elle masque, quand elle est utilisée par l'Occident, par le Nord, elle masque des politiques totalement différenciées. En fait, dans ces grandes migrations dont je parlais, où les femmes ont toujours migré, il faut se souvenir que dans les années 1960, les politiques économiques du Fonds monétaire international et des gouvernements, d'ailleurs aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada, encourageaient la migration des femmes du Sud global parce que qui avaient vu dans les budgets de santé et d'éducation qui étaient coupés par la fermeture des industries locales, qui était le résultat des programmes d'ajustement structurel. Ils avaient le Fonds monétaire international et les États avaient précarisé la situation des femmes dans le Sud et dans le même temps encouragé leur migration parce qu'il fallait venir travailler en Europe ou en Amérique du Nord pour que les femmes de ces pays, sous les revendications féministes, puissent, elles, aller travailler. Et donc, venir constituer les nourrices, les femmes de ménage, les femmes qui allaient s'occuper des enfants, des personnes âgées, et qui permettaient donc aux femmes de ces pays du Nord d'aller, elles, devenir des professionnelles. Et ce mouvement a été très encouragé par les féministes. Bon, donc il fallait libérer, les mouvements féministes européens demandaient une libération, d'aller pouvoir travailler, mais ce travail a été rendu possible, cette professionnalisation a été rendue possible par l'arrivée de femmes du Sud, d'Afrique et des Caraïbes pour venir travailler. Donc ce travail de soins et de nettoyage assuré par les femmes du continent africain massivement reste central dans le fonctionnement aujourd'hui encore quotidien de l'économie capitaliste et bourgeoise dans le Nord. Donc on peut aussi comprendre comment cela se maintient. Donc il s'agit, je le disais, d'étudier ces croisements, ces enchevêtrements, ces intersections entre les multiples formes d'oppression. Et c'est sur ce terrain qu'émergent les théories et les pratiques aujourd'hui les plus radicales, car elles s'ancrent dans ces nouvelles conditions. Pour revenir à cette division entre une humanité qui, pour moi, reste centrale
qui aurait droit donc à la bonne vie et celle qui peut en être dispensée, celle qu'on va accuser de leur pauvreté. On va dire que ce sont les femmes africaines elles-mêmes qui sont responsables de leur pauvreté et que ce sont les pays qui sont responsables de leur sous-développement. Donc, reste pour moi, je l'ai dit, une division tangible et organisatrice du monde social. Parler de protéger les femmes des violences systémiques ne peut donc se concevoir dans une approche binaire de femmes victimes et d'hommes bourreaux, où il s'agirait de confier le rôle de protectrice ou de protecteur à l'État ou à des organisations mondiales. Car ces violences sont l'expression ultime d'un continuum de pouvoir qui commence par la prégnance des inégalités sociales et économiques, le harcèlement sexuel, les violences sexuelles et les représentations sexistes qui structurent l'imaginaire social et l'espace public. Depuis plusieurs années, et là je passe un petit peu à la question de la protection sous condition, la politique européenne de protection face aux migrants venant du continent africain. Depuis plusieurs années, l'Europe poursuit une politique de refus des migrantes. D'une part, en confiant à des États du sud de la Méditerranée le soin d'arrêter les migrants et migrantes, et d'autre part, en rendant l'arrivée en Europe incertaine et dangereuse. On sait que ces politiques, loin de rendre les trajets plus sûrs, ont accentué leur dangerosité, ont conduit à plus de morts dans les eaux de l'Atlantique et de la Méditerranée. On sait aussi que l'Europe a toujours besoin de cette main-d'œuvre qui, sans papier, est précarisée et plus vulnérable. Mais c'est cette main-d'œuvre qui ramasse les fraises, qui ramasse les tomates, qui nettoie, qui contribue à la masse des livreurs, des femmes de ménage, des personnes qui travaillent dans le soin et les travailleuses du sexe et travailleurs du sexe. De toutes ces personnes qui sont invisibilisées, mais dont la présence est totalement nécessaire à ce fonctionnement. On l'a encore vu lors de la pandémie dans les pays européens, qui a mis en lumière ce que les Européens ont appelé les métiers essentiels, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes qui assuraient soins et nettoyage et allaient au travail sans protection. La protection donc de l'Europe et des États conçus et des États du Sud qui acceptent d'être gendarmes est conçue comme un vaste business, et elle est devenue un vaste business, je veux dire financièrement, d'argent, militarisé, où des experts vantent la performance de leurs produits et l'efficacité de leurs outils de surveillance, les drones, les satellites, les bateaux militaires, qui vont de pair avec la criminalisation de plusieurs gestes de solidarité, dont la loi séculaire du monde maritime, qui est de sauver les vies en danger. On sait toutes les politiques qui font que les bateaux qui viennent sauver les vies en Méditerranée sont interdits par les polices des pays européens ou par des polices, des armées, des pays à la frontière nord-sud nord du continent qui assurent de faire les gendarmes. Ignorer l'impact de ces technologies de surveillance et de contrôle ne fait que perpétuer la violence chronique qui accompagne ces mesures et le fait que ces technologies sont majoritairement le domaine donc d'hommes du Nord. Lutter contre les violences contre les migrantes sans tenir compte de la militarisation de la protection, sans la construction d'une dangerosité racialisée et de classe qui légitime le recours à plus de surveillance et de contrôle par des sociétés privées sous-traitées par l'État ou par l'État lui-même, revient à en être le complice. Comment donc faire avancer des revendications visant à protéger les femmes du racisme et de la violence à des États qui règnent par cette violence et requièrent, pour pouvoir jouir d'une protection, de se soumettre à sa distinction entre vie à protéger et vie à écraser? Certes, c'est toujours à l'État ou à la communauté européenne ou à l'État dans le Sud qu'il faut arracher des moyens pour les femmes qui fuient la violence. Mais sur quels critères ces décisions vont être prises? Les femmes réfugiées qui en France ou même dans les pays du Sud ou dans l'Europe, pardon, pas seulement la France, dorment dans la rue, qui à cause des lois sont dans leur route vers des refuges confrontés à toutes sortes de violences, comment les protéger? Ces demandes qui visent à protéger l'intégralité des femmes, leur dignité, doivent inclure aussi les enfants, les adolescents, les jeunes hommes réfugiés confrontés à toutes sortes de violences. Il faut donc travailler sur deux niveaux. Utiliser la loi, forcer le respect à la loi et construire des refuges et des sanctuaires qui sont autonomes. Mais pour moi, ce sont ces contrastes
entre la militarisation de la protection, la multiplication de lois et de mesures destinées à la protection, toutes les déclarations sur la protection qu'on entend, et une politique néolibérale et raciste qui précarise et fragile, qui m'intéresse. C'est-à-dire que je ne vois pas ça comme une contradiction. Je vois ça absolument que l'un va avec l'autre. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est toutes les actions des femmes africaines migrantes pour détourner ce qui leur est imposé, pour créer des alternatives à un système qui soit les infantilise, soit les criminalise. D'un côté, donc, on a une multiplication de ressources, de mesures, de lois, de déclarations sur la protection des femmes et des enfants, et de l'autre, on a une précarisation, une vulnérabilisation, une augmentation de la violence et du racisme contre des femmes et des enfants par des mesures, des lois et des déclarations. Ces apparents paradoxes sont le résultat de choix politiques qui tracent une frontière entre des femmes qui ont droit à la protection et celles qui devraient en être exclues, entre des enfants qui ont droit à l'enfance, c'est-à-dire protégés de la violence des adultes et de la société et de la violence policière, et les enfants dont l'enfance est criminalisée. Ces enfants qui sont traités comme des adultes et que la police et le tribunal appréhendent comme des adultes. Ces mineurs ces enfants qui sont exclus du système éducatif, ces jeunes adolescents qui doivent prouver leur âge par les fameux tests osseux. Ces jeunes filles dont la sexualité ou la pratique religieuse est moquée, méprisée, discriminée. On le voit, l'Europe se construit sur une très forte islamophobie aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années, mais ça se renforce. Quand la protection est soumise à des critères raciaux, de classe, d'origine, de genre, de sexualité, de religion, elle contribue par sa logique et sa mise en œuvre à la domination et à la précarisation. Dans ce dispositif, le féminisme universaliste, ou que j'appelle civilisateur, puisqu'il a repris pour lui-même l'idéologie de mission civilisatrice coloniale, on contribue à la conception d'une protection des femmes faisant partie donc de cette mission civilisatrice où toutes les femmes seraient des victimes à sauver et à protéger selon évidemment les critères de ce féminisme. Il a participé à la politique racialisée de la protection en utilisant des représentations coloniales culturelles sur la dangerosité des femmes, des hommes noirs et arabes et la passivité des femmes noires et arabes. Ça, c'est un grand classique de ce féminisme. Les hommes noirs et arabes seraient par nature dangereux, menaçants et hostiles à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et les femmes noires et arabes, je sais que il y a beaucoup de distinctions à faire dans ces appellations, seraient elles par nature victimes, passives et donc à sauver de ces sociétés. Cette naturalisation peut intervenir à tout propos. Souvenons-nous du viol de Nafissatou Diallo en 2011 par Dominique Strauss-Kahn, qui était alors directeur du FMI. Non, à ce moment-là, l'ancienne ministre socialiste des droits des femmes française, Yvette Roudy, déclare, et je cite, « Ce n'est pas un hasard, c'est à propos du viol de Nafissatou Diallo par Strauss-Kahn, d'accord ? Ce n'est pas un hasard si le viol collectif est une arme de guerre, une façon pour les jeunes voyous des quartiers de s'affirmer lâchement dans les tournantes. Que vient faire cette association entre le viol par un homme puissant, totalement certain de son impunité, sur une femme donc africaine migrante, et des jeunes de quartiers populaires autour de tournantes dont finalement la vérité s'était avérée à l'époque, après des enquêtes totalement fictionnelles. Sinon dans le but de faire passer l'idée que le plus grand danger pour les femmes vient de jeunes hommes de quartiers populaires et non pas d'hommes puissants. Et ce moment même, donc, où une femme africaine immigrée est violée. Un autre exemple beaucoup plus récent de ce féminisme civilisateur étatique et qui renforce la précarité, c'est des déclarations du président de la République française, Emmanuel Macron. Lors d'une intervention à l'ONU, il déclare pour l'Afrique, les femmes et les filles sont les premières touchées par la pauvreté, les conflits, les conséquences du réchauffement climatique. Elles sont les premières victimes des violences sexistes et sexuelles qui les empêchent trop souvent de circuler librement, de travailler, de disposer de leur corps selon leur choix.
On ne pourrait qu'être d'accord avec cette déclaration. Il est temps que notre monde leur construise enfin la place qu'elle mérite, celle aussi d'être des leaders. La France, pour cela, va construire, dit-il, et je cite, une diplomatie féministe active et résolue. Et son gouvernement, le gouvernement français, affectera 50% de l'aide publique au développement à des mesures genrées. Au même moment où l'État français conduit des interventions militaires dans les pays africains, contribue à la maintenance du franc CFA et continue à favoriser les grandes sociétés françaises extractivistes. Mais ce même président avait déclaré, on peut-être s'en souvient d'ailleurs, que les femmes africaines faisaient trop d'enfants et c'était ça la raison de la pauvreté. Il avait déclaré, et je cite, quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider de dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Donc on le voit, c'était toujours c'est une vieille accusation que les femmes du Sud font trop d'enfants et c'est à cela qu'elles doivent d'ailleurs, donc c'est elles qui sont la cause de la pauvreté et du sous-développement de leur pays. Et donc qui a d'ailleurs été suivi de grandes campagnes de stérilisation et d'avortement forcés dans de nombreux pays du Sud, on pourra y revenir. Donc le vocabulaire d'un féminisme que moi je l'appelle colonial, civilisateur du XXIe siècle, donc pas du XIXe ou du XXe, d'aujourd'hui, est donc en place. N'oublions pas la phrase de Frantz Fanon, le révolutionnaire martiniquais algérien, qui déclarait dans un article sur la politique coloniale envers les femmes, il disait « Ayez les femmes et le reste suivra ». Il disait que le rôle du colonialisme était de séparer les femmes de leur communauté, d'accuser les hommes de leur communauté d'être par nature des violeurs et des oppresseurs, et de faire d'assimiler les femmes dans le colonialisme. On voit une reconfiguration de cette politique aujourd'hui. Les grandes conventions. Je vous reste encore. Je finis. D'accord, il reste 2 minutes. J'ai 5 minutes. D'accord. Donc, on voit toute cette politique, si vous voulez, il est évident. Or, on le voit dans cette politique de privatisation, d'insémination et d'intégration aux femmes dans un système du Nord, il est évident qu'il y a d'autres choses qui se passent. Les multiples initiatives sur le continent, les collectifs de femmes, les femmes dans les syndicats, les grèves, les écrits, les productions littéraires et artistiques, les travaux en sciences sociales sur le continent africain démontrent le dynamisme et la créativité des femmes confrontées à de multiples contraintes. Dans leur migration, les femmes africaines continuent à faire preuve d'ingéniosité et de créativité et à construire des refuges et des sanctuaires pour pouvoir évidemment développer. C'est donc une politique féministe, décoloniale et antiraciste de la protection qu'il faut développer pour construire ces refuges et ces sanctuaires, à la fois sur le continent africain et dans les pays où elles migrent, pour pouvoir développer une vie pleine et entière pour elles, leurs compagnons, leurs enfants et leurs compagnes. Pardon. Merci. Merci à vous, professeur, pour cet exposé magistral et qui nous permet de dresser un tableau, je dirais, radical mais juste de la réalité de l'approche féministe occidentale que vous appelez civilisatrice, et aussi des politiques néolibérales et racistes adressées aux populations et aux personnes en migration exilées qui se trouvent au nord comme au sud. Et donc vous avez évoqué aussi l'humanitaire. Vous avez fait une critique d'une humanitaire qui victimise les femmes. Vous avez plutôt prôné une philosophie de l'entraide et s'appuyer plutôt sur les lois et le respect de la loi et sur la constitution de refuges et de sanctuaires autonomes pour protéger ces femmes, pour que ces femmes se prennent en main et se protègent. Vous avez également fait une critique des politiques d'ajustement structurel qui avaient poussé quelque part indirectement le départ des femmes du Sud pour une migration vers le Nord, pour prendre en charge tout ce qui est des métiers du care à une période de privatisation des services publics. Donc, je voudrais
On aura l'occasion de revenir plus en détail sur certains aspects. Donc, je voudrais revenir avec vous sur quelque chose qui concerne plutôt le Sud, encore plus le Sud, c'est-à-dire le Maroc, et j'inclus aussi d'autres pays du Maghreb, la Tunisie et l'Algérie, qui poursuivent, qui importent. Et c'est une question est-ce que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie qui reçoivent une population étrangère qui s'installe pour des durées longues ou courtes, des personnes migrantes d'origine, spécialement des personnes noires, d'origine subsaharienne, est-ce qu'ils n'importent pas ces schémas qui étaient en cours, qui sont déjà en cours en Occident, c'est-à-dire ces schémas-là, des mêmes politiques de migration et d'accueil qui sont déjà en cours qui étaient en cours dans les années 60, 70, 80, et avec leur travers, c'est-à-dire la victimisation des femmes. Voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire les mêmes erreurs, alors que nous on est pays africains, on se veut même champion africain des questions migratoires. Le Maroc officiellement se veut champion africain des politiques migratoires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans les mêmes erreurs et d'appliquer des politiques coloniales, entre guillemets, par des colonisés sur d'autres colonisés? Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a une globalisation de la migration. La migration n'est pas que, évidemment, du sud vers le nord. Hein. Ce qu'il y a, elle est aussi, en fait, beaucoup plus souvent sud-sud. Elle est beaucoup plus importante à sud-sud ou à l'intérieur du continent africain. Donc ça, c'est effectivement, et dans les pays africains qui ont constitué une classe moyenne et aussi qui ont néolibéralisé leur économie, il y a un besoin de main-d'œuvre précarisée, souvent sans papier, qu'on peut donc exploiter. Et donc, le même mouvement, bien sûr, quand je parle de l'hyperglobalisation de ces formes d'exploitation, je pense aussi au Sud. Tout, l'Asie, l'Afrique, les Amériques du Sud sont absolument traversées par ces mêmes structures, comme vous dites, qui sont en fait toujours coloniales, parce que là, le colonialisme, il y a un statut colonial, il y a un colonialisme qui a pris fin au XXe siècle, mais ce qu'on appelle, pour certains d'entre nous, ce qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire même si le colonialisme, l'indépendance a été acquise, la souveraineté acquise, il y a des formes de manière d'agir et de penser qui restent même dans les pays colonisés. Ce que, évidemment, des gens comme Fanon, Cabral, Nkrumah, tout ça, enfin, donc, toutes ces personnes d'une autre génération avaient analysé. C'est-à-dire que, Aimé Césaire aussi le disait, on ne peut pas avoir été colonisé sans qu'il y ait des manières d'être et de faire qui rentrent dans nos têtes. Et donc, la reproduction des formes d'exploitation et de racisme, d'exploitation raciale et de discrimination raciale et sexiste qui existent sont effectivement sont adoptés par des pays du Sud, ou évidemment qui réactivent du racisme, qui font de l'exploitation de personnes précarisées, parce qu'elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas de maison, et effectivement dans cette exploitation. Donc il y a une néolibéralisation générale du monde, et on le voit, vous parlez du Maroc, de l'Algérie et de Tunisie, on peut parler aussi de l'Afrique du Sud, où il y a des migrants qui viennent énormément d'Angola, du Mozambique, qui sont incroyablement exploités et traités, comme vous le dites. Il y a un psychologue sud-africain qui parlait de la force du racisme qui faisait que des Noirs assassinent d'autres Noirs lors de pogroms dans les townships, et utilisant les mêmes armes que l'apartheid blanc avait utilisées. Donc, il nous faut la question raciste, on doit se la poser. C'est être antiraciste, c'est pas simplement être contre le Nord, c'est comment nous-mêmes, enfin nous-mêmes dans le Sud, je dis nous parce que moi je m'associe au Sud, je m'identifie au Sud, comment nous-mêmes nous reproduisons, nous adoptons ces attitudes. Donc l'antiracisme est une lutte politique, c'est pas une lutte contre des opinions, c'est une lutte contre une structure raciale. Quand on dit que le racisme est structurel, c'est-à-dire qu'il s'est insinué dans des institutions, dans des mentalités, même dans le Sud, même par les personnes qui ont été elles-mêmes
victimes de racisme. Merci pour ces précisions importantes. Je voudrais, professeur, vous faire réagir à un autre aspect en lien avec les femmes en migration et en fait à des travaux de recherche et aussi à un fait que vous connaissez certainement, c'est les travailleurs agricoles dans le sud de l'Espagne et au sud de la Méditerranée, au sud, au pays, en fait dans la Méditerranée, en Espagne, au sud de la France, en Italie aussi. C'est des travailleurs, travailleuses agricoles et ces travailleuses, et c'est de manière récurrente, on fait l'objet de violences sexuelles, d'harcèlement, et ça pose question du corps des femmes, qui est vu comme un objet sexuel, que ce soit par les exploitants agricoles, ou que ce soit même parce que aussi on a eu beaucoup de témoignages, moi, en tant que journaliste, aussi dans les campements de migrants, il y a eu des dépassements de la part disons, de trafiquants de migrants qui sont issus des communautés et où le corps des femmes est utilisé comme marchandise et tout. Comment expliquer cela? Quelle lecture faites-vous de cela? Et je salue ici les travaux de Shadia Arab, professeur Shadia Arab, en France, qui avait publié le livre Dame de fraise, qui a pu mettre en lumière ces questions des ouvrières agricoles au sud de l'Espagne, à Huelva. Oui, j'ai lu son ouvrage extrêmement important, puis j'ai lu aussi l'ouvrage sur les femmes, d'autres mulets, qui est aussi une étude sur l'exploitation. Et évidemment, c'est ce que je disais, si vous voulez, c'est que l'Europe à la fois dit ne pas vouloir de migrants, voilà, et en fait en veut, parce qu'il faut travailler, ramasser ses fraises, ses tomates dans le sud de l'Italie, dans le sud de la France, dans le sud de l'Espagne, qui ensuite arrivent pour effectivement qu'on puisse avoir des fraises en hiver ou à tout moment. Donc on a vraiment l'organisation, et sur la question des femmes, c'est que pour moi, il n'y a pas d'exploitation sans violence et domination du corps. C'est pas simplement de pas payer les gens, de pas avoir un bon salaire ou de respecter les droits syndicaux. Il n'y a pas de domination pour moi sans violence, et sans violence sur le corps. Et le lien que je fais, c'est avec l'esclavage et le colonialisme, c'est-à-dire que les corps, comme vous le dites, étaient traités comme un capital, comme un objet, c'est-à-dire sur lequel on faisait travailler, mais jusqu'à l'épuisement. Hein. Je veux dire, ce qu'on appelle l'espérance de vie sur les plantations, elle est de 8 à 10 ans. Pendant au moins 2 siècles, 8 à 10 ans. Donc, il faut en faire venir. On sait que dans les colonies, ça a été l'épuisement des personnes par le travail forcé, ce que la France, par exemple, a imposé dans ses colonies, le travail forcé, l'appauvrissement, les gens qui étaient sous-nourris. On sait bien qu'au moment des indépendances, que par exemple l'indépendance de l'Algérie, il y a une population complètement appauvrie, analphabète, pleine de maladies. Enfin, je veux dire, la colonisation, c'est l'épuisement. Et cet épuisement des corps, cet épuisement et cette exploitation de corps, elle se poursuit. Elle se poursuit aujourd'hui à travers, effectivement, parce qu'une femme, le viol, il doit être compris aujourd'hui comme une arme politique d'exploitation. Il n'est pas simplement une forme, je veux dire, de violence sexuelle d'un homme sur une femme. Il fait partie de la pratique, de la stratégie de domination, c'est-à-dire d'humiliation, de casser quelqu'un, de détruire son corps et son esprit. C'est massif. Le harcèlement sexuel est massif. Il est aussi massif dans le travail du nettoyage. En Europe, l'industrie du nettoyage, c'est-à-dire les femmes de ménage dans les hôtels, etc., je ne vous parle pas, c'est une industrie où règne un harcèlement sexuel extrêmement fort et très peu dénoncé. Donc, il y a l'exploitation économique va avec une domination, constamment une domination par la violence. Le fait que des hommes de leur propre communauté le fassent ou trafiquent les femmes n'est pas étonnant puisque toute la richesse aujourd'hui, la richesse que vous pouvez avoir, si je n'ai rien, tout ce que je peux encore faire, si je suis un homme fort, un jeune homme fort, c'est de m'associer avec d'autres et d'exploiter des femmes. Je vais gagner ma vie comme ça. C'est une possibilité. Il y a une marchandisation des corps qui date donc de l'esclavage colonial et du colonialisme qui se poursuit aujourd'hui.
C'est pour ça que si on veut penser à la violence et qu'on veut mettre fin à cette violence structurelle, raciale et sexuée, il faut vraiment poser la question de l'économie dans laquelle on vit. Pas simplement on va réformer ou on va punir les hommes. On sait bien qu'en remplissant les prisons des hommes, on n'a pas arrêté la violence contre les femmes. Donc, il va falloir penser à quelque chose. Et le fait que les femmes marocaines, donc effectivement dans ces ouvrages, on a montré, mais aussi, comme vous le disiez, dans le sud de l'Italie, l'exploitation sexuelle des femmes est très violente, là où on ramasse les tomates. Mais il faut aussi se poser la question des Européens qui continuent à consommer ces fraises et ces tomates ou tous les autres fruits, qui arrivent, et parce qu'ils veulent que ce soit là, et qui ne veulent pas se poser la question des conditions de production de ces marchandises qui leur arrivent à tout moment. Et qu'il faut, quand je disais la loi, qu'on peut utiliser la loi, il y a des lois aujourd'hui qui défendent et qui protègent les gens qui travaillent. Et bien, en Espagne, je sais qu'il y a des syndicalistes espagnols qui se sont alliés aux femmes marocaines pour faire avancer leurs droits. Il faut poser cette question. Et donc, la racialisation du travail, le fait qu'il y a des travaux les plus exploités, les moins payés, les moins qualifiés en Europe, mais aussi, comme vous le soulignez, au Maroc ou dans d'autres pays du continent, sont dans ces travaux les plus précarisés, les plus vulnérabilisés, les plus fragilisés. Ce sont des personnes étrangères au pays, non citoyennes, non nationales, et qui sont souvent racialisées, même si elles sont de la même couleur, qui remplissent ces métiers. Donc, une organisation inégalitaire basée aussi sur le racisme et le genre, ce qu'on appelle le genre. Merci pour ces réponses importantes qui nous rappellent la place et la symbolique et aussi le poids de ce qu'est le viol comme acte politique. Il faut le combattre en tant que tel. Nous avons reçu pas mal de réactions, pas mal de questions de la part du public qui nous suit sur la page Facebook. Donc, merci. Votre intervention a permis de faire réagir les internautes. Donc, Madame Seih Jamila, là, elle fait plus une remarque, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Elle dit qu'il faudrait s'intéresser aussi sur la complexité. Donc, je vais les lire, les remarques, et je vous laisse le choix d'apporter des compléments, des réponses. Il faudrait s'intéresser aussi sur la complexité des parcours migratoires en Afrique. Avant même l'arrivée de ces femmes migrantes en Occident, elles subissent des violences sexuelles, esclavage, sur chaque frontière. Donc, il y a Madame Safa Assini qui rappelle aussi le travail et l'exploitation des femmes, donc loin de toute norme légale en général. Il y a Fatma Ben Barka, Saoudi, qui précise qu'il faut déjà que les pays maghrébins reconnaissent totalement leur appartenance à l'Afrique pour que le politique d'immigration soit meilleur. Et ça, je pense que c'est une question centrale, et Madame Saoudi pose le doigt sur un point important, c'est l'africanité de cette partie de l'Afrique, le Maghreb. Ensuite, elle rappelle le problème de l'hospitalité, de la politique d'hospitalité. Donc, maintenant, j'ai deux questions, professeur. Donc, il y a Bauke Bowman, le directeur de la Fondation, qui pose une question. Où voyez-vous le point de départ d'une véritable émancipation du féminisme colonial? Qui peut mener une telle émancipation et la faire advenir? Donc, question importante. Enfin, une dernière question de Fatiha Debch. Donc, les femmes migrantes africaines du Sud subissent des multiples violences déjà en Afrique du Nord. Des violences parfois tellement douces qu'elles ne questionnent même pas. Donc, voilà pour la première série de remarques et de questions qu'on vient de recevoir.
Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces remarques. Évidemment, il y a une complexité des parcours migratoires dès l'Afrique. Je l'ai dit un petit peu dans mon introduction. J'ai pas pu développer beaucoup parce que c'était une courte introduction, et qu'il y a des violences subies. Il y a des violences même au départ, des femmes partent parce qu'elles veulent échapper à des violences aussi, je l'ai dit, familiales, du machisme local. Elles fuient des maris violents, elles fuient des familles violentes, elles fuient. Donc, ce n'est pas que des raisons économiques. Justement, il faut diversifier, complexifier les raisons pour lesquelles elles partent et ensuite leur parcours. Et je l'ai dit aussi, leurs parcours peuvent changer au cours je dirais, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, une femme qui part du Mali, elle peut passer en fait plusieurs mois dans un autre pays, s'installer, faire des choses. Donc on a des parcours extrêmement complexes, effectivement, ce n'est pas un trajet linéaire, je l'ai dit. Donc vous avez tout à fait raison de le signer là. L'exploitation des femmes hors de toute norme légale, c'est évidemment, si je pourrais dire vieux comme le monde, il y a évidemment il y a toute une histoire d'ailleurs du travail des femmes qui a été fait depuis dès que les femmes ont toujours travaillé déjà, elles travaillent toujours, même quand elles sont ce qu'on appelle à la maison, c'est du travail, et c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas reconnu, même ce travail n'est pas reconnu. Donc comment reconnaître? Et ça, il y a des féministes qui luttent depuis très longtemps pour qu'on fasse reconnaître, puisque finalement, un produit intérieur brut d'un pays, on le sait, ne calcule jamais l'apport des femmes dans ce qu'on appellerait le travail domestique, ne le calcule jamais. Et en fait, les pays seraient beaucoup plus riches et auraient mais ça voudrait dire reconnaître ce travail invisibilisé. Donc, l'invisibilisation de toute une série de travails, ce qu'on dit la triple journée des femmes, mais à l'intérieur même de leur travail, c'est-à-dire que c'est toujours des salaires moindres, c'est toujours de plus difficiles promotions, c'est toujours les travaux les plus sous-qualifiés, c'est absolument un combat global que les femmes mènent depuis toujours. Donc ça, c'est extrêmement important. L'appartenance à l'Afrique du Maghreb. La question de repenser ce que c'est que le continent africain est absolument essentielle, et de repenser même ces frontières dont on sait que pour des tas d'entre elles, elles ont été imposées par les pouvoirs coloniaux, elles n'ont rien à voir avec rien. Que des intellectuels africains réclament et des activistes africains réclament une transformation, vraiment un libre circulation dans le continent africain déjà, une commune africanité, une commune appartenance au continent. Ce sont des choses qui avaient été tentées dans l'histoire et qui ont été chaque fois mises en obstacle. Et il y a des travaux qui commencent qui avaient déjà commencé, mais qui mettent aussi en lumière à la fois l'esclavage, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord, notamment au Maroc, il y a eu cet ouvrage sur l'esclavage au Maroc, mais c'est aussi qu'on a besoin de reprendre les histoires qui montrent les circulations en Afrique. C'est-à-dire la séparation du nord de l'Afrique d'avec son sud doit être vue, puisqu'on sait que, par exemple, les grandes universités de Fès et de Meknès étaient en relation avec les grandes universités au Mali, qui étaient en relation avec les universités au Caire, qui étaient en relation avec les universités au Niger ou ailleurs. Donc, on a eu toujours des circulations. Le continent africain, son histoire, on le sait, ne commence pas avec le colonialisme, et on doit, cette histoire qui est déjà, évidemment commencée par plusieurs historiens et historiennes, mais on doit la faire apprendre. On la connaît très peu d'Africains la connaissent parfois. Donc là même, le fait de cette division, de ces séparations qui se consolident et qui se confirment, est effectivement, et on l'avait vu même par exemple dans le festival à Alger, donc en 69, l'incroyable circulation de musique, de poèmes, de goût, de choses à l'intérieur du continent. Et que la militarisation des frontières aujourd'hui, les guerres, sont en train de renforcer. Donc oui, il y a une question non seulement de repenser ce que c'est, de repenser le continent africain, l'africanité du continent, de le repenser, et je pense évidemment à des tas de Souleymane Bachir-Dan ou Achille Mbembe qui travaillent à ça, et moi-même, tout ça. La politique de l'hospitalité est liée avec cela, c'est-à-dire quelle philosophie de l'hospitalité qui a des formes séculaires en Afrique. Je ne dirais pas traditionnelles parce que je n'aime pas le terme traditionnel, toujours opposé à moderne, qui a l'hospitalité. Il y a une philosophie de l'hospitalité africaine qu'il faut réactiver. Donc ça, c'est extrêmement important. La question les deux questions donc, qui me sont posées, l'émancipation. Comment émanciper le féminisme de son aspect, de son histoire coloniale?
Il faut décoloniser un féminisme, bien sûr. Il faut le faire d'une part en reprenant l'histoire, je le dis, hein, parce que c'est imposer un récit où le féminisme viendrait d'Europe et c'est l'Europe qui comprendrait ce que c'est que les féminismes, qui saurait ce que c'est que l'égalité des femmes et des hommes. Or, les femmes ont toujours lutté, partout et dans le Sud. Les femmes esclaves, les femmes colonisées ont toujours lutté. Les femmes savent ce que c'est que la liberté, l'égalité, la dignité. Elles n'ont pas attendu que l'Europe le leur dise. Donc, il faut déjà réactiver cette histoire, la faire connaître de plus en plus. Je sais qu'il y a des travaux, mais on n'est pas suffisamment connue. Il faut qu'elle soit enseignée. Il faut effectivement que le féminisme n'est pas que le féminisme qui veut sauver les femmes du Sud selon les lois du Nord. On n'a pas besoin d'être sauvé. On sait comment se libérer. Il faut aussi que c'est un féminisme, que ce soit des féministes, peut-être pas un, mais qui admettent aussi qu'il y a un féminisme musulman, qu'il y a un féminisme noir, qu'il y a un féminisme, qu'il y ait des féminismes, qui respectent justement comment les femmes veulent et comment les femmes. On sait comment il y a un féminisme bourgeois européen, mais même que j'ai rencontré aussi en Afrique du Nord, qui fait que la femme voilée, la femme rurale est considérée comme mineure, comme exploitée, comme moins intelligente, que c'est la femme francophone, bourgeoise de la ville qui serait, elle, plus près du féminisme. Il faut absolument casser ces différences. Donc, comment où déjà partout dans les pays, hein, dans les travaux qu'on voit, évidemment, vous avez au Maroc même, il y a toujours de grandes théoriciennes féministes hein, qui sont marocaines, qui ne sont pas venues d'ailleurs. Hein, je pense évidemment à Fatima Mernissi, mais il y en a d'autres. Et comment dans un travail? En Europe, là, il y a un travail qui se fait par des groupes décoloniaux. Mais en Afrique même, il y a tout un travail qui se fait. Et les femmes africaines, donc les multiples violences en Afrique du Nord, dans les témoignages des femmes migrantes qui arrivent à parvenir en Europe, la Libye est présentée, la Libye encore plus que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, est présentée comme quelque chose presque d'innommable, absolument innommable. C'est-à-dire qu'effectivement, les viols, les tortures, le racisme, les coups, l'incroyable, le fait qu'une femme noire, on peut disposer de son corps, on peut la tuer, la torturer, l'humilier, effectivement pose énormément de questions sur je le redis, sur le racisme anti-noir. Et que nous devons aujourd'hui, dans ce que, par exemple, quand on a lancé, quand les femmes, quand aux États-Unis, on a lancé les vies noires comptent, on doit comprendre ce que ça signifie. C'est pas simple, les vies noires comptent parce que il y a eu dans l'histoire la construction des personnes à la peau noire comme les personnes dont le pouvoir pouvait disposer. Que c'était des vies jetables, comme on dit. Et ça, c'est profondément ancré dans la construction du monde, dans la globalisation du monde que l'Europe opère avec l'esclavage et le colonialisme. Profondément. Et devient noir, on peut dire, toutes les personnes dont les vies deviennent jetables et disposables. Les peuples autochtones, je veux dire, on pourrait, et même donc les peuples colonisés. Donc il faut, dans l'émancipation que nous devons mener, penser à la racine raciale qui accompagne la conquête coloniale et qui va se transmettre. Ce que vraiment a analysé des Césaire, des Fanon et d'autres. Il faut vraiment qu'on comprenne que la question du racisme n'est pas simplement une question d'opinion, n'est pas seulement une question du Nord, c'est une question aujourd'hui qui est devenue globale. Et l'antiracisme est devenu une question politique d'émancipation globale. Merci pour ces réponses éclairantes, encore une fois, et qui fixent une ligne en termes de recherche, en termes d'action. Je vous invite, si vous voulez, à prendre un verre d'eau. Tout à l'heure, ça vous rafraîchir. Pour reprendre, on a encore quelques questions. Alors, merci, je remercie. Non, mais on est entre nous ici. Là, Carrefour est toujours... N'hésitez pas, au public qui nous suit, de poser vos questions au professeur Vergès et ainsi poursuivre ce débat qui se veut en échange avec notre invité.
Donc, on a deux questions. Une question de Hassan Ammari, qui est de l'ONG Alarm Phone. Donc, la question de Hassan est vous ne voyez pas que les politiques menées par les pays du Sud aggravent la situation des femmes en termes de loi, notamment. J'ajouterai une deuxième question en lien avec les politiques en fait des pays du Sud. Il y a tout un discours et un pan des programmes, projets financés par la coopération internationale. C'est bienveillant, c'est gentil même. Du renforcement des capacités des femmes. Tout ce qui est empowerment des femmes, en faire des entrepreneurs qui vont porter des projets et tout. Des femmes migrantes qui vont devenir porteuses de projets. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement c'est part d'une bonne intention, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça n'a pas. Qu'est-ce que vous en pensez en gros? Et on a une troisième question, excusez-moi, de Salim Omaro. Quelle piste pour réactiver la philosophie de l'hospitalité et en faire des politiques publiques concrètes et surtout une réalité de nos sociétés. Donc, cette question de l'hospitalité, elle revient de manière récurrente dans les questions du public. D'accord, je vous remercie. Bien sûr que les politiques des États du Sud aggravent la situation des femmes. Il n'y a pas, je veux dire, le monde où nous vivons est soumis quand même à une logique néolibérale aujourd'hui d'extractivisme encore plus violente qu'auparavant. Les pays, les États du Sud, les gouvernements des États du Sud acceptent pour la plupart cette politique, vendent les richesses de leur pays, vendent aux plus offrants leur bois, leur nickel, leur uranium, tout ça. On est tout à fait d'accord. Ça fait très longtemps que les gouvernements du Sud ne sont plus du tout au service de leur population, de leurs citoyens. Ce que je veux dire, c'est quand je parle du Nord, c'est pas pour enlever la responsabilité des pays du Sud, mais pour parler quand même d'une asymétrie de pouvoir. Aujourd'hui encore, si vous voulez, qui détient vraiment les capitaux? Alors, il y a des milliardaires au Sud qui détiennent les capitaux, et il y a donc aujourd'hui le remplacement des politiques d'État par la philanthropie, ce qu'on appelle la philanthropie. Donc, les milliardaires se mettent à donner de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une philanthropie. En fait, d'où provient cet argent dont tout d'un coup ces personnes peuvent disposer? Elle vient du vol. Je veux dire, l'argent, aujourd'hui, on ne fait pas de fortune, il n'y a pas de mystère, il y a une exploitation quelque part. Donc après, on nous montre la générosité de ces fondations qui redonnent, enfin de ces grands. Mais d'où vient l'argent de ces milliardaires? Et donc, c'est une privatisation de l'action qui devrait être une action publique aussi. C'est-à-dire les États, c'est aux États de financer les universités, les systèmes de santé, parce que justement, c'est pas parce que ça devient que l'État saurait mieux, mais c'est un État conduit évidemment par une idée du bien commun et de l'intérêt général. Or, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, effectivement, les États du Sud participent. Je suis tout à fait. Il y a eu tout cet espoir qu'il y a eu dans les années 70, au moment des indépendances, d'une possibilité de construire un autre monde. Et souvenez-vous qu'il y avait des projets qui étaient des projets de sud-sud, ce qu'on a appelé l'Afrique continentale, Asie, Afrique, Amérique latine, c'est-à-dire de sortir, de se déconnecter d'un régime. Et puis, ça a failli pour des tas de raisons, et pas seulement à cause, évidemment, des raisons internes aux pays du Sud, ne cachons pas les responsabilités, mais aussi de mécanismes mondiaux dont on n'a pas le temps de penser aujourd'hui, mais le rôle de l'Office mondial du commerce, le rôle des brevets, le rôle de la recherche, il y a toute une égalité qui est transmise. Aujourd'hui, par exemple, les pays riches qui constituent à peine 13% de la population mondiale, les pays riches ont acheté plus de 4 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19, déjà avant que le vaccin soit connu. C'est-à-dire qu'on a là déjà une incroyable injustice. Parce qu'il y a des tas de personnes, alors après, il y a les pays un peu au milieu qui vont pouvoir en prendre, et puis il y a
des milliards d'êtres humains qui vont être en dehors de cette logique. Il y a profondément, quand je parle d'inégalité et d'injustice, c'est structuré, c'est pas du tout, ça ne vient pas comme ça. Et toute une série d'organismes internationaux, comme le FMI, la Banque mondiale, l'Office mondial du tourisme, l'Office du commerce, tout ça a été fait pour renforcer les inégalités. Renforcer le fait que le prix du coton, il n'est pas décidé par les producteurs du Mali, il est décidé par les producteurs du coton aux États-Unis, par les lobbies. On a donc tout, et les gens se battent. Les producteurs du Mali se battent, du Burkina Faso, mais ils sont appauvris par cela. Donc, c'est des tas de mécanismes à la fois locaux, d'un État qui ne fait pas son travail, et internationaux. Donc, les discours, oui, les projets financiers, j'avais une chose là-dedans. Il y a d'énormes études sur notamment ce que va constituer l'Afrique comme marché. Et les femmes, selon ces études, il y a un projet qui s'appelle Invest in Women, Invest in the World, par une grande fondation nord-américaine, financée par des fondations et par l'État américain lui-même, l'État nord-américain, et qui dit que les femmes en Afrique vont constituer le plus gros marché de consommateurs dans quelques années, en 2050, plus important que l'Inde et la Chine réunies. Donc, il faut les viser. Il faut, évidemment, parce que il faut viser ce marché. Et donc, tout d'un coup, il y a des tas de choses bienveillantes, capacity building, comme vous disiez, empowerment, bla, bla, bla. Et voilà. Et les femmes représenteraient, justement. Et en même temps, comme l'Afrique est le continent où il y a le plus grand nombre de femmes entrepreneurs au monde, il y a évidemment, ces fondations s'appuient sur aussi quelques réalités, puis avec le désir d'autonomie que peuvent avoir des femmes, d'autonomie économique et sociale. Donc, on a là, effectivement, les migrantes porteuses de projets, le fait que, par exemple, en Europe, on propose à des migrantes de rentrer chez elles avec un capital pour qu'elles commencent un petit affaire, un petit commerce qui, évidemment, ne marche pas. Donc, on ne s'attaque pas à ces programmes qui sont bienveillants, comme vous le disiez, à première vue, parce qu'on se dit, mais pourquoi pas, c'est quand même bien, sont en fait structurellement injustes. Parce que de toute façon, même pour une femme qui pourrait s'en sortir, il vient d'en avoir 999 qui ne le seront pas. Par ailleurs, le programme de microcrédit, qui ont été, comme on le sait, lancés d'abord en Inde, les études montrent que ça a aggravé l'endettement des femmes indiennes plutôt que de favoriser leur autonomie. Donc, par le microcrédit, effectivement, parce que les femmes avaient besoin d'argent, donc elles empruntaient dans ces fameuses banques qui, soi-disant, étaient comme tout à fait égalitaires, et elles se retrouvaient endettées, beaucoup plus endettées. Et il y a un nombre grandissant de suicides de femmes dans les campagnes indiennes. Donc, on voit que ces politiques de bienveillance, et de toute façon, nous n'avons pas besoin de bienveillance. Nous avons besoin d'avoir les moyens de réaliser nos propres projets, nos propres aspirations. Tout ce qui est de l'aide est vu et perçu par, comment dire, il y a une idéologie de l'aide qui est derrière. C'est pas simplement parce que l'aide, pourquoi l'aide, ça serait pas de donner de l'argent aux universités. Non, ça sera de créer une université privée parce que l'université publique a failli à son rôle. Et donc, les universités privées se multiplient en Afrique. Et les hôpitaux privés vont se multiplier. Mais on le sait, ça ne va pas servir les personnes. Il faut que ça vienne d'en bas. Il faut que ce soit les personnes les plus précaires qui disent ce dont elles ont besoin. Et non pas des experts d'en haut qui disent on va distribuer. Donc cette politique de l'entrepreneuriat est aussi une politique pour faire entrer les femmes, le plus grand nombre de femmes en plus, dans le système bancaire, dans le système financiarisé, dans l'économie néolibérale, plutôt que dans une économie qui soit pour le plus grand nombre. Ce qui ne veut pas dire, je suis quand même, il y a des femmes qui peuvent s'en sortir, qui grâce à ça peuvent s'en sortir. Ne soyons pas non plus. Mais on ne peut pas être pour une politique qui serait que des hommes quelque part avec un port qui ont amassé des fortunes par l'exploitation et par des lois qui favorisent leurs finances, soit ces personnes-là qui décident de ce qui est le bien pour nous et le bien commun. Et donc, réactiver la philosophie de l'hospitalité. Moi, je suis effectivement, comme je le disais, frappée par la criminalisation de l'hospitalité. En France, par exemple, offrir un verre d'eau à un migrant peut être criminalisé parce qu'on va vous dire que vous êtes complice des trafiquants.
des personnes qui ont ouvert leur maison. Et donc, il faut effectivement réactiver l'hospitalité. On est dans un monde dans un monde culturel, le monde culturel du néolibéralisme, qui dit, toi, tu peux t'en sortir si tu ne tiens pas compte des autres. Deviens égoïste. Deviens égoïste, deviens individualiste, ne fais pas attention aux autres, parce que sinon, ils vont te retenir en arrière. C'est quand même ce qui est diffusé par des séries télévisées, par la littérature, par la radio, par qui est devenu un succès, qui est un succès. Alors, on nous met toujours en avant la personne qui a réussi à s'en sortir. Alors, ce qui est par rapport à ça, c'est tout ce que quand même, toutes les actions, l'activisme de la jeunesse est absolument formidable. Les jeunes sont absolument formidables. Et sur le continent africain, il y a une multiplication d'initiatives, même dans des territoires très touchés, comme dans certaines parties du Congo à cause de la guerre, où les personnes font des initiatives. Je pense que c'est sur ces initiatives. Il y a énormément de création d'hospitalité en Afrique, mais il faut les rendre plus visibles. Je sais pas, mais je parle de petites choses parfois. Je parle de ces femmes qui ont commencé une boulangerie dans l'est du Congo et que c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas ouvert seulement à leur ethnie, c'est tout le monde peut venir. Donc, c'est une question de chaque fois sortir de l'étroitesse. Je ne vais protéger que ma famille, ma communauté, mon clan, mon ethnie, qui est quand même politique ethno-raciale. Et cette hospitalité, elle est connue, elle est profondément africaine. Il y a une philosophie africaine de l'hospitalité. Il faut la remettre en avant, la rendre visible, mais pas seulement dans le passé, dans aujourd'hui. Et cette hospitalité est la seule chose, parce que c'est la solidarité. L'hospitalité, c'est la solidarité intergénérationnelle, intercommunauté, qui va nous sauver. L'idée que je me sauve toute seule est une idée totalement fausse. Absolument, totalement fausse. Je ne me sauve pas toute seule. J'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres, j'ai besoin de la solidarité, j'ai besoin de l'affection. Et j'ai besoin de l'affection de personnes qui me sont étrangères. Ce n'est pas seulement ma sœur et mon frère. Et donc, j'ai besoin de cela. J'ai besoin, au cours de mon trajet, de trouver une main tendue, une main généreuse qui m'accueille. Parce que cette main que je trouve, ou cette main que je tends, est une main qui, justement, est une stratégie, une forme de résistance et de création contre la politique qui veut nous diviser et nous jeter les uns contre les autres comme des animaux enragés en pensant que si la personne a ça, ça va me priver moi. Elle prend ce que je devrais avoir. Or, ce qui est quand même le bien-être et la bonne vie, la vie, on sait bien que quand nous sommes ensemble, c'est là que nous éprouvons aussi le plus de joie et le plus de bonheur. Merci pour vous nous donnez ici les ingrédients de cette politique de l'hospitalité africaine, qui est un retour aux sources aussi au continent et à ses valeurs, des valeurs qu'on espère qui puissent être remis au goût du jour. Pour terminer, on a deux dernières questions. Le débat a été riche et la discussion a été riche et ça a permis de susciter plusieurs réactions, questions. Donc, on a une question de Boubacar Aouin Diallo. En fait, c'est une question sur la politique migratoire africaine. Pour faire face au phénomène migratoire africain, n'est-il pas nécessaire de prôner une politique migratoire africaine? Et on a une deuxième question de Lougna Yousfi. Selon vous, quelle est la meilleure approche pour démanteler à notre échelle, en tant qu'acteur et actrice de la société civile marocaine, le racisme ordinaire qui sévit au Maroc, notamment les appellations dégradantes se référant aux migrants subsahariens qui illustrent parfaitement ce racisme. À défaut de pouvoir démanteler le racisme systémique,
puisqu'il s'agit principalement du rôle de l'État. Deux dernières questions. Bien sûr qu'il faut une politique migratoire africaine. Enfin, il faut que l'Afrique, les États, il y a bien une Union africaine, ait une politique, qu'elle sache aussi résister à la manière dont l'Europe, dont elle va être victime pour l'Europe, et elle doit rendre sûr le trajet. Quand on sait, quelqu'un l'a remarqué dans la discussion, que les trajets sur le sol africain sont extrêmement dangereux, qu'on meurt en Afrique avant même d'arriver au rivage de la Méditerranée ou au rivage de l'Atlantique, puisque maintenant il y a aussi de nouveau des départs par l'Atlantique. N'oublions pas non plus, de l'autre côté de l'Afrique, il y a aussi des migrations dans l'océan Indien. Il y a des migrations vers les Comores, avec beaucoup de morts dans les lagons de ces îles. Donc effectivement, il y a un manque total de politique migratoire prise en charge. Il faut forcer les États, il faut mettre les États, mais c'est vrai que nous avons en Afrique des gouvernements totalement, c'est des potentats qui se font élire pour la 25e fois. Il y a et des aspirations dans la société, on le voit chaque fois, aux manifestations, aux désirs, aux aspirations des peuples africains de se libérer de ces castes qui sont écrasantes. Donc oui, il y a des politiques. Et il y a déjà des politiques de société civile migratoire en Afrique. Les actes de solidarité ne se passent pas simplement en Europe. Il y a beaucoup d'actes de solidarité pour les migrants en Afrique. Heureusement, des associations qui se créent, même au Maroc, j'en avais rencontré certaines, qui se créent de solidarité et d'aide aux migrants, à la fois par tout le monde, parce que dire des Marocains, des Africains, les Marocains sont africains. Donc mais il est vrai que quelle serait une politique migratoire africaine qui tienne compte du fait que l'Afrique a été une source d'extraction de migrants dans l'histoire. Déjà la traite, évidemment, la traite massive, des millions et des millions d'Africaines et d'Africains déportés, mais aussi après vers l'Europe, qu'on a connu tous les milliers et milliers de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, venant travailler dans les mines, en Europe ou ailleurs, ou dans les usines. Donc, à partir de cette histoire, à la fois de migration intra-africaine, à l'intérieur même de l'Afrique, je parlais de l'Afrique du Sud, qui joue un énorme rôle de faire venir, parce qu'elle fait couleur de pays riches, et à la fois dans le monde. Donc, replacer l'Afrique au cœur, au centre de cette histoire, et non pas seulement comme une victime. Qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle peut faire? Et à partir de là, définir une politique migratoire qui reposerait à la fois sur une philosophie d'hospitalité, sur une liberté de la circulation à l'intérieur du continent, sur une coopération, à la fois sur des tas de choses qui, effectivement, s'essayent, mais chaque fois mises en obstacle. D'ailleurs, la meilleure approche pour démanteler le racisme ordinaire. Le racisme ordinaire, il est combattu de plusieurs manières. Il est combattu déjà par le fait de s'organiser pour répondre à ces insultes, c'est-à-dire de répondre vraiment. Je veux dire, je suis traité de ça, je réponds. C'est-à-dire, les Marocaines et Marocains qui pratiquent cela doivent être mis en face, on doit leur répondre, ils ne doivent pas le faire sans impunité. Mais ça peut vouloir dire, je sais pas, c'est par exemple quand Aimé Césaire, donc ce grand poète martiniquais, il était noir, il est à Paris, il est dans la rue, et il y a un gars qui lui dit « sale nègre ». Il se retourne, il était tout petit, Césaire était tout petit, tout mince comme ça, il répond « le nègre t'emmerde ». Bon. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais je dis qu'il faut aussi apprendre à répondre, à mettre au fait que les Marocaines et Marocains qui font ce racisme ordinaire, comme vous dites, ne le fassent pas. Que ça devienne un crime aussi, que ce soit au sens d'être puni. Vous aurez ça, vous allez être puni. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas normaliser, il faut dénormaliser cette situation. Il faut la dénormaliser. Voir, tu dis ça, mais toi, nègre,
quelqu'un, quand tu vas être en Allemagne, je sais pas quoi, c'est toi qui vas, c'est-à-dire on va te traiter aussi mal que tu traites cette personne. Cette personne est un être humain comme toi. C'est une de tes sœurs, une de tes frères. Donc c'est la question, c'est l'organisation, c'est l'éducation. L'éducation est extrêmement importante. L'éducation au racisme et au racisme. Comment le racisme s'est institué au Maroc et pourquoi le racisme n'a rien de légitime. Et donc aussi une éducation à l'antiracisme. L'éducation est absolument fondamentale. Mais dans les écoles, hein, je parle pas simplement dans la société, à la télévision, à la radio, mais à l'école. Ça, c'est absolument fondamental. Il n'y aura pas de démantèlement du racisme sans éducation, sans de faire dire, comme le rappelait quelqu'un, aux Marocains, mais vous êtes africains, hein, vous croyez que vous êtes, on vous a fait croire, le colonialisme vous a séparé, vous a dit, ah non, mais vous êtes des blancs, etc. Vous-même, il y a une certaine partie de l'idéologie de l'État qui vous a fait faire croire ça, mais c'est une illusion, hein, c'est un fantasme. En plus, le Maroc, c'est très divers, il n'y a pas simplement il y a une diversité même à l'intérieur du pays. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être marocain ou marocaine? Si marocain et marocaine se base sur le racisme anti-noir, alors c'est une marocanité qui est raciste. Si être marocaine et marocain se base sur effectivement une fraternité et une solidarité, alors ça veut dire que la personne noire est aussi mon égale. Donc la question de l'égalité est extrêmement importante. Je dirais, pour ma propre expérience, à la fois à l'île de la Réunion d'où je suis, ou là où j'ai vécu ici et ailleurs, la question de l'éducation, mais aussi la question qu'il n'y ait pas d'impunité. Absolument pas d'impunité. Il n'y a absolument pas laissé passer. Il ne faut pas laisser passer. Et donc, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Dans un quartier, s'il y a des personnes qui se permettent ça, il faut qu'il y ait une association qui dise tu n'as pas le droit, qui mettent des pancartes, qui s'organisent pour l'autodéfense, la protection des personnes qui sont ainsi traitées chaque jour. Et ces humiliations, il faut le dire, elles sont aussi douloureuses et aussi destructrices que le racisme qui consisterait à taper sur quelqu'un. C'est absolument, quand on fait ça, quand on insulte quelqu'un, c'est pas simplement un mot. Le mot, c'est une arme destructrice. Donc, on ne peut pas se dire, oh mais non, mais c'était juste une blague, j'ai dit ça comme ça, ou je n'avais pas l'intention. Si. Le mot, le racisme, quand il est dit, le mot, l'insulte raciale est absolument égal à une discrimination pratique ou matérielle. Merci encore une fois pour ce. On a fait 1h20, un débat d'1h20, une belle carte blanche pour démarrer ce parcours. Un grand temps fort qui nous trace beaucoup de choses, des pistes de réflexion, des pistes d'action, des retours au texte fondateur. Vous avez cité Fanon, Césaire, vous avez parlé aussi des travaux critiques par rapport au genre et au féminisme. Donc, nous vous remercions pour ces moments d'échange. Ça a permis aussi cette discussion matinale aussi d'avoir des réactions du public, d'échanger sur l'africanité du Maghreb, d'échanger sur le racisme, comment s'y prendre par rapport au racisme ordinaire et au racisme systémique. Dans une année spéciale, d'année de crise économique, sociale et sanitaire, où où certainement le racisme sera là, les discriminations seront là, et il est nécessaire de pointer le curseur sur ce qui va pas. Donc, merci encore une fois, professeur Vergès. J'invite les amis qui nous suivent de découvrir vos travaux de votre dernier livre, Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection. Donc, c'est aux éditions La Fabrique. Et aussi votre avant-dernier livre, le féminisme décolonial, toujours aux éditions La Fabrique. Merci encore une fois, professeur. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en poursuit le Carrefour l'après-midi à partir de 15h. Donc on fera une petite surprise avec une vidéo témoignage
et qui plante le décor aussi de la thématique du Carrefour, Parole aux migrants. Je vous laisse découvrir la petite surprise à 15 heures. Et on se voit au live à 16h30 pour un panel sur l'impact du Covid-19 sur les migrants et réfugiés au Maroc. Donc, avec nous Alpha Camara de la plateforme des associations des communautés subsahariennes au Maroc, François Reybé-Dega, représentant du HCR au Maroc, Nadia Tari de la Fondation Orient-Occident, Karim Boursas, journaliste et chercheur au Institut marocain d'analyse des politiques, ainsi que membre du réseau marocain des journalistes d'immigration. Donc, je vous donne rendez-vous à 16h30. Bon appétit si vous allez passer. Je vous remercie beaucoup et je remercie vraiment pour toutes ces questions extrêmement riches qui mériteraient beaucoup de développement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous. On a eu d'autres questions, même par manque de temps, on ne pourra pas les prendre. Le débat continue. N'hésitez pas à découvrir les travaux de Françoise Verdès qui sont riches. Et merci encore une fois. Et à tout à l'heure.